Les titres de cette édition, les étudiants de l'université Abdoumoun Diofo de Niamey ont repris les cours aujourd'hui. Cependant, la rentrée académique 2015-2016 interviendra à une date ultérieure. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons dans cette édition du diagnostic bactériologique de certaines maladies, sujet de formation initiée par le CERMES. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Avant de débuter ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication qui s'est réuni en session du 24 au 28 août 2015. À l'issue de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la plénière du Conseil supérieur de la communication a adopté le chronogramme des activités du CSC dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales de 2016. La synthèse des activités des directions centrales du CSC pour le deuxième trimestre 2015. Les rapports du Conseil de presse. À la suite de l'examen de ces rapports, la plénière du Conseil supérieur de la communication décide d'engager une saisine d'office contre les journaux Le Temps et le Baobab pour la publication intégrale des articles ayant été à la base de l'interdiction de parution pour une durée d'1 mois du journal L'Actualité. Donne accord d'un droit de réponse au président du comité d'organisation du Téléthon en faveur des forces de défense et de sécurité suite à une plainte contre la télévision Ténéré pour la diffusion d'un commentaire jugé diffamatoire et contraire aux règles d'éthique et de déontologie par le dit plaignant. En outre, la plénière du Conseil supérieur de la communication a relevé la diffusion sur certains médias de prêches intolérants attisant la haine inter- et intra-religieuse. À cet effet, la plénière du Conseil supérieur de la communication rappelle ces médias à la vigilance dans la diffusion des prêches et leur rôle dans la promotion de l'unité nationale, de la paix, de la sécurité, de la tolérance et de la solidarité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination et d'extrémisme religieux. Faute de quoi, le Conseil supérieur de la communication sera dans l'obligation de prendre les mesures appropriées à l'encontre des contrevenants. Fait à Niamey le 31 août 2015, le vice-président du CSC, Ali Ousseini Suntalma. Ensuite, pour rassurer les militantes et militants et sympathisants du Modern FA Lumana, qui reste le président de la coordination communale Niamey 4, Sen Yacouba Mereda, a entrepris une série de visites à la coordination communale Zone Saga et au niveau du nouveau bureau communal Aéroport 1. Le récit est de notre confrère Ahmed Miguel de la télévision Canal 3. C'est pour rassurer les militantes, militants et sympathisants de son parti que le président de la coordination communale du 4e arrondissement de Niamey a entrepris une série de visites et de rencontres au niveau de la coordination de zone Saga Centre et de la coordination communale Aéroport 1 du parti Lumana Africa. À la coordination de zone Saga Centre, Amadou Karimou, président de la dite coordination, a pris la parole pour tout d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à El Hadj Seni Yacouba Dimireda, président de la coordination communale du 4e arrondissement de Niamey, avant de se réjouir du nombre important de militants recensés au dernier processus de recensement électoral. Comme vous le savez, avec le recensement, malgré les péripéties et tout ce qui s'est passé, la commune 4 a eu au moins plus de 87 000 recensés. Donc aujourd'hui, la commune 4 est la première commune en matière de population et nous espérons que, Inch'Allah, nous aurons le maximum d'élus aux prochaines élections générales de 2016, Inch'Allah. Nous souhaitons très très vivement que notre président, son Excellence Hama Amadou, soit parmi nous le plus tôt possible et que nous validons sa candidature pour qu'il soit le président de la République en 2016, Inch'Allah. Plusieurs intervenants ont tour à tour abondé dans le sens de réaffirmer leur appartenance au parti et à ses idéaux, et cela en renouvelant leur confiance au président de la coordination communale du 4e arrondissement, El Hadj Seni Yacouba Dimireda, qui s'en est réjoui. Je suis venu simplement dans le cadre d'une tournée que j'ai entreprise pour voir les membres de la coordination communale Niamey 4 dans leur fief. Dieu merci, j'ai vu, tout le monde est là.
les membres sont là, les responsables des comités de base sont là. Je vous en félicite. Le président de la coordination Niamey 4 a profité de l'occasion pour apporter un démenti formel selon lequel il serait suspendu de ses fonctions au sein du parti. Après investigation faite, nous sommes rendus compte que les gens qui étaient derrière, en réalité, étaient en mission commandée. On a constaté que c'est des gens qui sont encore en fonction, alors que ça fait 2 ans, on vient de fêter l'anniversaire de notre départ de la mouvance. Ils sont encore en poste. Ils occupent des postes de responsabilité. Ils sont mieux des conseillers spéciaux au niveau de la présidence de la République de Issoufou Charlie. C'est très grave. Ces gars-là, c'est très grave. Ces gars-là, vous conviendrez avec moi que jamais, au grand jamais, ils ne veulent pas de notre réussite. Après la présentation des membres de la délégation qui accompagne le président de la coordination communale Niamey 4, ce fut le cap sur le nouveau bureau communal Aéroport 1, il y a 1 mois de cela. Là aussi, Elhaj Seni Yakouba d'Imerida a porté le même message d'engagement et de détermination face aux agissements, selon lui, de certains adversaires politiques en déficit de légitimité au sein du parti. Il a aussi appelé l'ensemble des militants à rester sereins et mobilisés autour des idéaux du moderne FA Lumana Africa pour faire échec à toute tentative de déstabilisation de l'arrondissement communal. Enfin, il a rassuré que des sanctions seront prises à l'encontre de ces agitateurs et ce, conformément au texte du parti. Ensuite, après 2 mois de vacances, les étudiants de l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey ont repris ce mardi 1er septembre le chemin de l'école. Cependant, la rentrée académique proprement dite au titre de l'année 2015-2016 est renvoyée à une date ultérieure. Michel Deji et Cheb Guisso pour le reportage. Pour la plupart des étudiants, il s'agit plutôt d'une prolongation de l'année académique écoulée. Maintenant, on n'arrive pas à finir l'année. Comme il y a d'autres matières qu'on n'arrive pas à achever, c'est les matières-là que nous cherchons à finir. On a commencé les cours de la comptabilité nationale. C'est pas une rentrée parce que c'est pas qu'on commence une autre année, c'est une continuité. Vous savez, les facs ne marchent pas à la même vitesse. Et de ce fait, avant d'aller en vacances, je sais qu'avec l'administration, il a été convenu de faire un programme pour la reprise pour pouvoir rattraper le retard et combler pour normaliser les années. Donc c'est partant de ça qu'il y a eu un programme à tous les niveaux pour pouvoir reprendre à partir d'aujourd'hui et ainsi finaliser l'année 2014-2015 avant d'entamer l'année 2015-2016. Quand est-ce qu'on peut espérer cette finalisation de l'année 2014-2015 ? Vraiment, ça dépend des niveaux. Il y a certains niveaux où il faut aller jusqu'en novembre pour finaliser cette année. Il y a d'autres, il y a très peu de choses qui restent. 1 mois et demi tout au plus, ils vont finir. Donc en octobre, probablement, la majorité va finir. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey continue, elle, à se poser des questions par rapport à l'effectivité de la reprise de ces cours, compte tenu des conditions d'études des étudiants. La rentrée en tant que telle aura lieu dans 3 à 4 mois. Cela témoigne éloquemment la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve notre université. Parce que depuis bientôt 5 ans, il n'était plus possible de pouvoir effectuer la rentrée académique en mois de septembre. Actuellement, il y a 9000 et quelques dossiers qui ont été déposés au niveau de la scolarité. Ce qui est sûr, en termes de demandes d'infrastructures, en termes de demandes du personnel d'encadrement et du personnel administratif et technique, on aura quand même beaucoup de besoins. Et de la part du gouvernement, nous n'avons pas constaté une volonté assez singulière de pouvoir appuyer l'université, notamment en la dotant d'infrastructures nécessaires. Nous osons espérer qu'ils vont changer leur manière de faire, qu'ils vont changer leur politique vis-à-vis de l'enseignement supérieur, parce que le développement dans un pays ne peut être possible que si on investit conséquemment dans le système éducatif, et plus particulièrement dans l'enseignement supérieur. Les nouveaux bacheliers dont les dossiers sont admis à la scolarité centrale doivent, eux, attendre que leur liste soit transférée dans les différentes facultés avant de reprendre le chemin de l'université ultérieurement au titre de la rentrée académique 2015-2016.
Ensuite, depuis 5 jours, le CERMES abrite le cours national sur le diagnostic bactériologique des méningites, du choléra et autres gastro-entérites. Formateurs et stagiaires s'expriment sur le déroulement du cours. Compte rendu Nafisa Adamou et Soumaïla Abdoulaye. Après 5 jours d'intenses travaux, le cours national sur le diagnostic bactériologique des méningites, du choléra et autres gastro-entérites se poursuit. Les formateurs nous font ici le point de la dite formation. Nous venons de boucler la première partie qui concerne le diagnostic des méningites. Et alhamdulillah, les participants ont été effectifs. Donc, parmi sur les 20 prévus de toutes les régions, donc il y a une seule personne qui n'est pas là. Donc, nous avons 19 participants qui sont là. Et on a eu, tous les formateurs ont passé. La formation, ou disons le cours est en bonne progression. Jusque cela, il n'y a pas de problème, pas de souci. C'est par rapport au diagnostic, aux méthodes ou techniques simples de diagnostic de ces maladies, c'est-à-dire de la méningite. Parce que vous savez, aujourd'hui, dès qu'il y a une épidémie, on veut à ce que, dès l'instant, à partir des régions, qu'il y ait la capacité de confirmer l'état pour que la prise en charge, de confirmer la maladie pour que la prise en charge soit immédiate et effective. Donc on a abordé vraiment les techniques de diagnostic simples qui peuvent permettre à ces gens de confirmer un cas de méningite immédiatement, sans faire recours au niveau national. Les participants venus de toutes les régions du pays se disent satisfaits de cette formation combien importante. L'appréciation que j'ai faite de cette formation, vraiment c'est un bienvenu pour nous les techniciens de laboratoire, surtout nous qui sommes de l'autre côté de la périphérie de Niamey. Donc ça nous permet d'avoir une mainmise dans les nouvelles techniques de laboratoire. C'est une bonne formation, ça permet aux techniciens de laboratoire, une fois ils ont prélevé le LCR, on amène au laboratoire automatiquement qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer le germe. Et maintenant, il faut commencer directement à intervenir avant même de toucher le niveau régional et national. Donc sur ça, vraiment, maintenant ça fait 5 jours, on est sur les méningites. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 5, maintenant, c'est le choléra, on va entamer. Cette initiative du Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES est salutaire et bénéfique du fait qu'elle permettra à tous les participants de renforcer leur capacité en détection et confirmation bactériologique des agents étiologiques des gastro-entérites. À noter qu'elle prendra fin le 5 septembre 2015. L'affaire des devises saisies par les services des douanes à l'aéroport de Niamey continue de susciter des réactions de la part des citoyens. Pour les acteurs de la société civile, l'acte posé par les dirigeants dans la gestion de cette affaire est extrêmement grave. Moi, en tant que tel, je ne suis pas trop surpris parce que on a vu déjà des choses plus graves. N'est-ce pas? De mon point de vue. Bien sûr, ce n'est pas pour minimiser l'acte. Il s'agit d'un acte grave. Évidemment, ça ouvre les yeux à tout le monde. Parce que on voit bien que là, il y a quand même une certaine complaisance. Et plus qu'une complaisance, il y a une certaine impunité. Et on ne veut pas appliquer des règles. Maintenant, demain, quelqu'un va venir avec quelque chose d'assez simple. On veut que les douaniers puissent faire quand même le travail. Je pense que ça va être difficile. Et donc c'est vraiment très, très grave. Maintenant, naturellement, il faut que les Nigériens comprennent, les citoyens comprennent qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts encore à faire dans ce pays pour qu'on respecte des règles minimales. Cette saisie que la douane a eu à faire au niveau de l'aéroport international de Niamey, elle devrait normalement servir dans les caisses de l'État, ne serait-ce qu'à payer le pourcentage que la loi a prévu. Parce que ces agents sont là-bas à l'aéroport au nom de l'État, ils exercent le travail au nom de la souveraineté de l'État aussi. Donc, ils ont droit à l'accompagnement de l'État dans les actes ou dans les mesures qu'ils seront amenés à prendre dans l'exercice de leurs fonctions. Surtout dans un État où, aujourd'hui, on doit fermement faire face à la lutte contre la corruption, fermement faire face à ces petits interventionnismes dans l'administration en général, qui font en sorte que
notre administration recule et l'État a toujours un manque à gagner. Donc, c'est un comportement à bannir, c'est un comportement normalement à dénoncer et à décrier pour que ceux qui font ça arrêtent de le faire une fois pour toutes dans ce pays, pour que notre pays avance, pour que notre pays gagne un peu les choses dont il se fixe comme objectif. Un accident s'est produit sur la route de l'aéroport de Niamey. Un camion gros porteur chargé de ciment en provenance d'un pays voisin a heurté le trottoir de la route avant de se retrouver dans les rails. Constat Souleymane Barma et Boubacar Souley. La scène s'est produite dans la soirée du lundi 31 août entre 22h et 23h à quelques mètres du rond-point faisant face à l'aéroport de Niamey. Une confusion entre usagers serait à l'origine de cet accident qui a fait plus de peur que du mal. Le conducteur du camion gros porteur qui a fini sa course au beau milieu du rail nous relate les faits. Hier, autour de 22h, on nous a fait sortir de la douane. On était nombreux. Il y avait les gens devant moi, il y a derrière moi. Celui qui est devant, il avait pris part ici. Je suis derrière lui. Les autres, ils veulent me dépasser. Il y avait deux derrière moi qui veulent me dépasser. Ils ont pris par l'autre côté. Maintenant, arrivé au niveau de plaque, ils ont vu celui qui est au fond là-bas. Il a vu qu'il ne peut plus y aller, mais il a déjà dépassé légèrement celui qui est au milieu. Donc il a serré celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu aussi, il m'a déjà dépassé un peu légèrement. C'est là il m'a serré et je suis dévié et rentré sur la rail. Voilà qui relance à nouveau le débat sur les travaux de construction du chemin de fer dont l'emplacement a longtemps suscité de vives réactions chez beaucoup de citoyens nigériens. Avec l'avènement de ce chemin, en tout cas de fer, vraiment on assiste chaque jour que Dieu fait à des accidents souvent mortels. Donc au lieu que ce chemin de fer-là soit un temps plein pour nous, au lieu que ce chemin de fer contribue à désenclaver la circulation, donc il constitue un danger aujourd'hui pour nous. Donc vraiment, pour être bref, je profite par cette occasion pour lancer vraiment un appel auprès des autorités de la 5e République de revoir cette copie. Si possible, ranger ce rail et l'amener hors de la ville, ce serait vraiment chose souhaitable pour nous. Construire un chemin de fer est une bonne chose dans un pays qui a longtemps attendu de voir circuler pour la première fois des trains. Mais il serait mieux de s'offrir des infrastructures adaptées aux normes internationales. Au Kenya, il y a 5 mois, un attentat avait été perpétré par les Shebab, où 148 étudiants avaient été tués. Des complices présumés des assaillants comparaissent devant les tribunaux kenyans. Récit Nicolas Georges. Ils sont les premiers à faire face à la justice depuis l'attaque. 5 hommes, 4 Kenyans et un Tanzanien accusés d'actes terroristes. Eux ont toujours nié leur implication dans cette attaque et affirment avoir été victimes de torture pendant leur détention. Leur rôle présumé n'a pas encore été clairement défini à ce stade de l'enquête, mais selon la police, parmi eux se trouveraient 3 coordinateurs de l'assaut. Ils ont été capturés alors qu'ils tentaient de gagner la Somalie. Les 2 autres suspects avaient été appréhendés dans l'université lors de l'attaque. C'était le 2 avril dernier. 4 terroristes armés et cagoulés des islamistes Shebab somaliens prennent d'assaut le campus de l'université du Kenya. Ils pourchassent et tuent les étudiants chrétiens, mais laissent la vie sauve aux étudiants musulmans. Rapidement, la police et l'armée arrivent sur les lieux et encerclent le campus. Les échanges de coups de feu avec le commando durent toute la journée. Au bout de 15 heures d'assaut, les 4 terroristes sont finalement abattus par les forces de l'ordre. L'attaque a fait 148 morts, la pire qu'ait connue le Kenya depuis plus de 200 ans. Depuis avril 2013, ce sont plus de 400 personnes qui ont été tuées dans le pays par les islamistes Shebab. 350 000 migrants ont déjà traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. Ils fuient la guerre, la misère ou la tyrannie par la mer, mais de plus en plus par voie terrestre. Des milliers de migrants sont arrivés ces dernières heures en Allemagne, d'autres doivent attendre dans un climat tendu à Budapest.
Évacués dans la matinée par la police hongroise, ils sont près de 200 à s'agglutiner devant la gare internationale de Budapest, exaspérés, frustrés d'être stoppés si près du but, l'Allemagne. Dites-nous quelle est la solution. Tout le monde pourrait être dans notre situation. Mettez-vous à notre place. S'il vous plaît, prenez une décision. Trouvez une solution. Je n'ai même plus le courage de parler. Nous ne sommes pas entendus. Mais comment se faire comprendre? Comment se faire comprendre? L'ordre d'évacuation a été donné alors que des centaines de migrants tentaient dans le chaos de monter à bord du dernier train pour Vienne, là où la veille ont débarqué plus de 3600 candidats à l'exil, des réfugiés en majorité syriens, irakiens ou afghans, les autorités hongroises ayant finalement décidé de les laisser partir, sans visa pour la plupart. Depuis l'Autriche, la plupart des migrants rallient le sud de l'Allemagne. 200 d'entre eux sont encore arrivés ce mardi matin à Munich, où les attendent eau et nourriture. On fait appel aux dons sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on est presque mieux fourni qu'un supermarché. On continuera jusqu'à ce que les politiciens prennent la situation en main. Plus de 2000 demandeurs d'asile sont arrivés en Bavière en seulement 24 heures. Un chiffre record pour la région. Pour l'Allemagne, l'enjeu est énorme. Le pays s'attend à recevoir 800 000 personnes cette année, alors que les migrants continuent de passer en Hongrie depuis la Serbie, malgré la clôture de barbelés censée les en empêcher. Des violences avaient secoué Kiev hier devant le Parlement. Le président ukrainien avait rendu hommage aux 2 membres de la garde nationale tués par la grenade lancée par un manifestant d'extrême droite. Commentaire Antoine Delpierre. Voici l'instant où la manifestation s'est transformée en drame. Sur ces images filmées depuis le Parlement de Kiev, on distingue nettement ce militant du parti nationaliste et anti-russe Svoboda, visage masqué, en train de lancer la grenade qui tuera finalement 2 membres de la garde nationale et fera une centaine de blessés. L'homme a été arrêté ainsi qu'une trentaine de personnes d'après les autorités qui demandent la plus grande sévérité. En tant que citoyen de ce pays, je demande, conformément au code pénal, une peine à perpétuité pour l'homme qui a lancé la grenade. Avant l'explosion, plusieurs centaines de manifestants s'étaient réunis à l'extérieur du Parlement. Ils protestaient contre l'adoption d'une réforme qui se jouait à l'intérieur. Lors d'une séance houleuse, une majorité de députés a en effet octroyé une plus grande autonomie aux régions séparatistes pro-russes en guerre avec Kiev. Une réforme exigée par les alliés occidentaux pour apaiser le conflit, dont s'est félicité le président. Aujourd'hui, l'Ukraine a confirmé sa réputation de partenaire fiable et conforté son image de pays qui respecte les accords de Minsk, contrairement à la Russie. Considérée comme anti-Ukraine, pro-Poutine par les nationalistes ukrainiens et les déçus de Maïdan, la réforme a provoqué la colère des manifestants et les affrontements avec les forces de l'ordre, des violences sans précédent depuis le soulèvement pro-européen en février 2014. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.